Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Récemment retrouvé sur un disque dur, nous vous proposons aujourd'hui une archive. Un débat en compagnie d'Alain Guyard. Enregistré en juin 2018 au Ciné Lumière de Romans-sur-Isère. Le débat que vous allez écouter faisait directement suite à la diffusion du documentaire réalisé par Johan Lafort et nommé La Philo Vagabonde. Rassurez-vous, même si vous n'avez pas eu la chance de visionner ce documentaire, nous avons sélectionné pour vous des extraits du débat qui y font certes parfois référence, mais qui ne vous empêcheront pas de profiter pleinement de la gouaille rageuse et de comprendre la démarche et la pensée profonde du philosophe forain Alain Guyard. On ne vous en dit pas plus, on vous souhaite une bonne écoute et on se retrouve à la toute fin de l'épisode afin de se dire au revoir. Non, c'est pas une question. Je voudrais dire que j'ai été frappée par la beauté des portraits, la tête que font les gens en vous écoutant. Il y a des portraits magnifiques. Voilà, ça m'a beaucoup frappée. Sauf un en prison, là, le petit rouquin. Oh, la tête qu'il fait. C'est un pédophile, c'est pas grave. Non, mais je vous remercie, madame, d'avoir commencé par ça, malgré la discrimination antipédophilique dont vous faites preuve. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord avec vous et je voudrais commencer par honorer ça. Le grand travail de Johan Lafort, dont vous avez vu ce soir le documentaire, c'était justement ça. C'était de signaler, de souligner des gens modestes, des gens tout simples. Hein. C'est des puéricultrices, c'est des boulangers, c'est des ferronniers. Ils sont traversés par la philosophie. Je crois que c'est très important parce que ça veut dire aussi que moi je ne suis qu'une anecdote dans l'histoire. Hein. Ils sont traversés par la philosophie dont moi je ne suis que le porteur et je suis d'accord avec vous, ça les rend beaux, ça les nourrit, ça les éclaire de l'intérieur et c'est ce qu'a réussi à capter Johan Lafort et pour moi c'est la grande réussite de ce film de montrer que la philosophie peut s'adresser à tous les gens et pas simplement à ceux qui en savent causer et qu'elle peut les magnifier, parce qu'au fond c'est ça, hein, ce dont il porte le témoignage. Il y a un aspect que tu as évoqué donc au bar tout à l'heure et un petit peu là maintenant et on le voit vraiment une fois ou deux dans le film et vraiment une fois avec une dame qui te dit qu'elle est pas d'accord. L'hôpital psychiatrique. Ouais, et puis un monsieur qui te dit que je trouve ça très binaire de dire oui blanc ou noir, tu vois. Comme tu dis, il te malmène un petit peu quoi. Oui. C'est quoi le feedback des gens? Si vous voulez, ma méthode, elle consiste à mettre à disposition des outils conceptuels, une tradition philosophique, des idées à un public qui n'a pas nécessairement les diplômes pour ça, mais qui, par contre, dans son expérience au quotidien, dans son expérience professionnelle, dans sa vie jour après jour, éprouve le besoin d'avoir accès à des philosophes. Donc moi, je mets à disposition une tradition philosophique. Et après, ma méthode, elle consiste à dire, je suis à votre disposition pour que vous voyez en quoi ces outils philosophiques qui ont été fabriqués par des philosophes avant nous sont adaptés ou pas à ce que vous éprouvez existentiellement. Ce que moi je fais, c'est le contraire de ce qu'on fait dans les conférences. Dans une conférence, quelqu'un vient avec un savoir et l'enseigne. Moi, quand je m'adresse à un public tel que vous l'avez vu là, en fait, je travaille 6 mois en amont. Et pendant 6 mois, j'essaie de repérer quelles sont les problématiques du public. J'essaie de repérer quelles sont les préoccupations intellectuelles, sensibles, affectives, politiques des gens que je vais rencontrer. Et une fois que j'ai saisi ça, j'essaie de les dire avec un vocabulaire philosophique, mais sans y répondre. J'essaie de les énoncer, mais sans que pour autant les philosophes soient une réponse. Ma grande difficulté, c'est à la fois me taire devant les problématiques existentielles de mon public et en même temps répondre, mais répondre à côté. Parce que comme je réponds à côté, ça va les obliger, eux, à se mettre en gamberge intellectuelle avec les outils que j'ai donnés. Pour qu'ils éprouvent une frustration, un désir, qui s'emparent de ce que je donne à moitié et pour qu'eux fabriquent des situations et des solutions qui répondent à leurs problématiques.
Moi, je pars du principe que je n'ai aucune compétence, mais que les gens qui me sollicitent ont une compétence existentielle, mais ils sont confrontés à un blocage, à une problématique. Voilà, c'est eux qui sont experts d'une situation. J'ai été étonnée que vous interveniez dans une école de formation d'assistante sociale. Il y a quelque chose que vous avez dit dans le film qui m'a beaucoup touchée, interpellée, c'est il faut habiter la situation. Oui. C'était une sorte de contradiction que vous soyez présent avec ce discours-là dans ce genre de formation. Oui. Aujourd'hui, d'autant plus, parce que je ne suis pas loin de la retraite, mais je me rends compte à quel point les choses deviennent compliquées, justement, pour qu'on soit acteur ou libre dans ce genre de travail, d'intervention de travail. Ouais, vous avez raison, chère madame. Hein. Il y a deux choses. Il y a une machine à broyer l'humanité dans tous les dispositifs qui sont les dispositifs, on va dire, médico-sociaux, qui vont toucher tant du côté des EduxP que du côté des puers, que du côté des auxiliaires de vie, que du côté des infirmières, des médecins, etc. Mais aujourd'hui, il y a une vraie exigence, il y a un vrai appétit, ouvrez les guillemets et mettez des grosses guillemets quand même, il y a un vrai appétit d'éthique. Alors, moi, ce que j'ai constaté depuis quelques années, c'est que les institutions où je suis intervenu, par exemple au CHU de Nîmes, pour faire une intervention auprès des cadres de santé sur... Alors, accrochez-vous, hein, j'espère que vous avez des gros accoudoirs, mais on m'a sollicité pour intervenir sur soins et management. C'est vrai, voilà, vous avez raison de rire, madame, parce que moi, quand j'ai eu la proposition, voilà, quoi, du cœur au foie en passant par la rate, tout ça a été arraché, quoi, je veux dire. Il ne faut pas avoir honte quand même de faire juxtaposer management et soins. Il y a des grands comiques quand même, vous êtes d'accord, hein, quand même. Il y a Groucho Marx qui rôde quand même dans les CHU, quoi. Hein. Là où il y a prendre soin de l'autre, c'est quand même quelque chose qui est d'ordre de la préservation, de l'attention, de la qualité, ou voire même de l'inquantifiable, enfin du subtil. Et puis là où il y a du management, il y a quand même un principe qui est le principe de la rentabilité et de l'efficacité, quoi. Et on pourrait presque dire que l'efficience dans le cadre du soin, c'est justement ce qui échappe à l'efficacité dans le cadre de la rentabilité. Pour revenir à votre question, madame, il se trouve que de plus en plus aujourd'hui, les institutions, elles éprouvent la nécessité de s'interroger sur l'éthique parce qu'elles ont peur des poursuites juridiques de la part des personnes qui estiment que leur souveraineté ou leur volonté n'a pas été respectée, premièrement. Et puis deuxièmement, parce que la médecine est de plus en plus pointue, elle prend de plus en plus en considération l'avis du patient, et c'est la même chose d'ailleurs dans le cadre social, et on est obligé de singulariser les situations et de traiter des cas en tant qu'ils sont singuliers et non pas en tant qu'ils appartiennent à des grandes catégories, pour des raisons d'efficacité. Donc, dans cette perspective, la question éthique, elle revient de plus en plus dans le champ médico-social. Alors après, si vous voulez, il y a deux solutions. La première solution, c'est faire de l'éthique, moi je l'appelle la valse des étiquettes. C'est de la toute petite éthique, ça coûte rien, c'est comme le mois du blanc au mois de janvier, il y a la valse des étiquettes, et ça permet à bon droit de se défausser en disant, bon ben voilà, on a un philosophe qui intervient dans le comité d'éthique de l'établissement. Donc, on est au niveau des normes qui nous permettront d'avoir les normes ISO pour pouvoir avoir la reconduction de nos subventions. Il faut dire les choses comme elles sont. Deuxième solution, c'est ce que je fais. C'est qu'en fait, j'essaie de leur montrer, tant bien que mal, mais je me sors les pouces du cul quand même. Hein. J'essaie de leur montrer qu'en fait, elles travaillent avec de l'humain, et comme elles travaillent avec de l'humain, à un moment ou à un autre, le cadrage, la désignation clause, l'identité qui est une identité fonctionnelle,
elle suffit pas. Et à un moment ou à un autre, il faut être prêt à admettre qu'un bon professionnel, c'est quelqu'un qui, dans le cadre du métier, est prêt à ruser avec l'institution. C'est pas ruser contre l'institution en transgressant les normes, les lois et les protocoles. C'est dans un cadre qui a un cadre normatif, comment je fais pour le dérouiller, le pervertir, afin que l'humain puisse malgré tout avoir sa place à l'intérieur. Ça, c'est mon gros cheval de bataille dans le cadre médico-social. Et moi, j'y crois à fond. Si vous voulez, pour le dire de manière très crue, il ne s'agit pas de dire merde à la société, il s'agit de dire merde dans la société. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes pairs et à mes travailleuses sociales. Le passage est très étroit, ça s'appelle la ruse, hein, ça s'appelle la métisse, au sens de Ulysse, par exemple, hein, et tous mes cours d'éthique sont sur ce champ. Et les gamines, vous l'avez vu, quand elles ont 19 ans, elles entravent que de chier, elles ne comprennent pas le truc. Par contre, au bout de 3 ans, quand elles ont fini les 3 ans d'études et qu'elles font une pratique professionnelle, là, elles se rendent compte combien il est important au sein de l'institution de travailler à la fois contre et avec, pour sauvegarder ce qui est quelque chose qui est de l'ordre de l'humanité au sein des dispositifs. Sur la route, une série de portraits radiophoniques proposés par l'association Résonance. Pour connaître son actualité, écouter d'autres portraits, rendez-vous sur le www.facebook.com/association Résonance, REZONANCE. Retour à l'entretien. Du coup, j'ai bien compris qu'il y avait des thèmes, mais par exemple, dans le petit village, là, comme sous le chapiteau, vous avez traité de l'amour. Du coup, c'était parce que c'était un terme un peu consensuel ou c'était une demande ou j'aimerais savoir. On se doute bien de ce que ça peut être dans un institut de puéricultrice ou n'importe, mais dans les médiathèques, dans les villages, comment vous définissez le thème? Votre question, madame, elle est très précieuse parce que moi, j'en branle pas une. Hein, on dit les choses, hein, c'est tout enregistré. Hein. Moi, je ne démarche jamais. Et pour moi, c'est une déontologie. Il est hors de question que je cherche du boulot. J'ai autre chose à faire, j'ai des terrasses de bistrot à fréquenter, j'ai à boire des canons avec des gens sympathiques. Moi, je suis déjà débordé. Et pourquoi j'irai en plus bosser? Je veux dire, ça va 5 minutes. Je veux dire, en plus, j'ai ma dignité. Je veux dire, j'ai pas le trottoir, ça va. Et donc, si vous voulez, moi, jamais je ne démarche. Donc, les gens, ils viennent à moi. À Brantes, c'est le petit village duquel vous parlez, il s'est trouvé qu'ils avaient organisé un festival, l'amour, la femme, la lune. Alors moi, j'ai dit, mais quelle est ma place et à quel endroit je m'introduis, tu vois? Et en fait, je les ai laissés venir pour qu'elles soient vraiment très chaudes, tu vois? Mais ça, c'est super important. Je le déconne, mais qu'on revienne quand même aux origines. Le principe de la philosophie, c'est philosophia. C'est le désir de sagesse. C'est le désir d'en savoir plus. Moi, ma position là-dessus, elle est très claire. C'est jamais je ne démarcherai, mais par contre, je veux animer, alimenter, porter à l'incandescence le désir de mes interlocuteurs ou de mes interlocutrices. La programmatrice, elle est venue, elle m'a dit non, on va faire un truc sur les femmes, sur la lune et sur l'amour. J'ai dit, je sais pas, faudrait m'en dire plus. Et donc, ça l'a rendue folle. Et donc, elle a vraiment plus développé encore à la fois son programme et son désir. Et plus encore, elle a mobilisé les partenaires en disant « Putain, ce mec, il faut qu'on soit le shop ». Et là, ça commence à devenir intéressant. Parce que ça veut dire qu'on est face à des gens qui désirent. On est face à des gens qui veulent s'arracher des familiarités intellectuelles et qu'on l'envie, qu'on le désir, qu'on le vouloir propre de s'arracher des conforts intellectuels et qui veulent penser le rapport à l'amour, qui veulent penser le rapport à la femme, qui veulent penser le rapport au lunatique.
d'une autre manière. Et quand j'ai senti qu'elles étaient vraiment chopées par l'hameçon, là j'ai dit, je veux bien, mais mettez-moi un chapiteau de cirque, quoi. Et quand elles l'ont dit, j'ai dit, vous avez de l'argent? Elles en avaient, et là j'y suis allé. Mais tout ça, c'est pas seulement cabotiner, hein. C'est cabotiner, je veux dire, je suis comme tout le monde, j'adore être désiré. Mais au-delà de ça, plus sérieusement, la philosophie, c'est le magnétisme, pas le désir, elle marche pas. Et donc, quand j'ai déboulé là, les gens, ils en voulaient, quoi. Ils voulaient manger de l'amour, quoi. Et putain, je leur en ai donné ras la gueule, quoi. Et là, ça a marché. Et c'est comme ça qu'il faut travailler en philosophie. J'ai trouvé assez gonflé ce que vous avez fait en prison. Et je voulais savoir comment vous choisissez de ne pas être trop Ouais, avec les gens qui sont en prison. Oui, mais vous avez raison, madame, c'est une question qui est très importante, mais toujours mon angoisse, c'est ça. Et je vous remercie pour votre justesse, parce que j'ai toujours peur de faire trop. Parce qu'il faut surtout pas que je fasse pas assez. C'est-à-dire, il faut que j'attire, ce que j'expliquais tout à l'heure, mais il faut que je putasse. Il faut que je séduise, mais il ne faut pas que je sois séducteur. Il faut que je galvanise le désir, mais il ne faut pas que je réponde aux actes. Et ça, c'est très, très, très difficile. C'est encore plus difficile en prison, parce qu'en prison, si vous voulez, les détenus, ils ont vraiment beaucoup d'antennes. Et ils savent très bien quand est-ce que vous êtes dans le faux. Ils savent très bien quand est-ce que vous êtes dans l'artificiel et quand est-ce que vous cherchez à séduire. Ou quand est-ce que vous cherchez à dominer par rapport à vos compétences culturelles. Donc il faut être très très juste. On est dans un monde qui prétend être un monde de justice. Et en fait, quand moi j'interviens, ma grande préoccupation, mon angoisse, ma peur, c'est de trahir la justesse. Donc c'est ce que vous appelez, vous, ne pas en faire trop. Ça veut dire aussi que lorsque j'interviens, par exemple, en soins palliatifs, quand j'interviens en prison, il me faut plusieurs jours pour m'en mettre. Il ne faut pas vous imaginer que c'est facile. Et si c'est facile, c'est parce que j'en prends dans la gueule et parce que je suis très éprouvé pour trouver une posture qui semble naturelle, mais qui m'a coûté beaucoup pour qu'elle paraisse naturelle. Autrement dit, tout ce qu'on échange avec vous, ça vous permet de ne pas oublier que vous êtes un philosophe. Puisque c'est à partir de ce qu'on vous propose que vous vivez votre philosophie. Ouais. Ma préoccupation, c'est d'apprendre du terrain. Quand je suis monté à Paris, à Arte, j'avais un monsieur qui était un rédacteur du Monde, qui était... Enfin, moi, j'ai des copains en prison, j'avais qu'une envie, c'est les envoyer leurs cousins pour qu'ils lui pètent les rotules à la baramine, quoi. Le monsieur disait, mais comment les gens à la campagne peuvent-ils philosopher, peuvent-ils symboliser, quoi. Enfin, il le disait à Arte quand même à 20h20, quoi. Bon. Moi, je pense que ce monsieur, au Monde, n'a jamais philosophé de sa vie, n'a jamais été confronté à des problèmes existentiels, jamais, parce qu'il a de la thune, parce qu'il a des réseaux. Et par conséquent, il mourra sans avoir jamais vécu, parce qu'il sera dans le coton jusqu'à sa mort. Voyez ? Et par contre, moi, les gens que je rencontre, c'est des gens qui sont éprouvés par l'existence et qui ont besoin de la confrontation à la philosophie pour éclairer de l'intérieur les problématiques qui sont des problématiques existentielles. Quand je vais rencontrer les puères, je passe 6 mois avec elles pour essayer de comprendre et pour saisir, en fait. Elles n'en ont pas conscience, elles, mais en fait, elles n'accouchent pas des êtres biologiques. Elles accouchent des êtres qui sont déjà politiques. Mais elles ne le savent pas. Mais quand on leur explique Dolto, et puis quand on leur dit l'enfant est une personne, et quand elles s'adressent à l'enfant avant de lui faire la toilette en disant « je vais te laver », ou etc., et en nommant le prénom, qu'est-ce qu'elles font ? Sinon le reconnaître
comme une singularité. Donc déjà, qu'est-ce qu'elles font ? Elles ne sont pas en train de travailler un biologique pour le nettoyer par rapport à des questions d'hygiène. Elles sont déjà en train de l'inscrire dans un dispositif qui est politique, qui reconnaît une individualité. Mais moi, il a fallu que je bosse avec elles, que je les écoute, que je me taise, que je ferme ma grande gueule pour comprendre qu'en fait, leur pratique est irriguée de tout ça. Et après, moi, philosophiquement, je l'ai nommé. Et au fond, j'ai confirmé ce qu'elles savaient. Donc moi, je viens pas avec un savoir. Ou plus exactement, je viens avec le savoir qu'elles ne savent pas posséder. Vous comprenez ? Et ça, je le fais systématiquement. Donc c'est là où je renverse la perspective. Et c'est là où, pour répondre à votre question, madame, et vous avez raison, moi, quand je me confronte à des publics particuliers, c'est là aussi où c'est éprouvant pour moi, je me confronte à des publics en tant qu'ils m'apprennent un rapport philosophique à l'existence, que je vais ensuite conscientiser, théoriser avec des auteurs. Est-ce que cette volonté de justesse, elle repose aussi sur le choix des mots que vous utilisez ? Quand vous alternez justement des mots qui sont choisis, peu importe les auditoires, et aussi cette coupure que vous faites avec un vocabulaire beaucoup plus familier, voire vulgaire ou... Oui, vous avez raison, monsieur. Les deux éléments sont très très importants. Le premier, c'est que je suis infiniment vigilant au vocabulaire que j'utilise. Moi, je suis pas comédien, je suis pas artiste, je connais rien, j'ai aucune mémoire. Par contre, là où je suis très intransigeant, c'est qu'il n'y a pas un mot que je prononce qui n'est pas un mot choisi. Parce que je suis romancier, parce que je suis écrivain de théâtre, chaque mot que je dis, chaque mot que j'écris, il engage tout mon être. Et ça, je vous prie de le croire, lorsqu'il y a des interventions comme celle-là ou lorsqu'il y a celle-là, il n'y a pas un mot que j'ai dit dont je ne me souviens pas. Parce que c'est mon texte à moi et je sais ce que j'ai dit, à quel moment, et je sais quel mot je n'ai pas dit et quel mot j'ai choisi. C'est ma seule compétence. Bon, je suis d'une génération qui maintenant n'existe plus, qui est la génération des gens qui sont passés par le latin et le grec. Donc, en plus, pour moi, si vous voulez... je crois que c'est important de le signaler, on ne pense pas avec des idées, mais ce sont les mots que nous employons qui nous pensent. Et ça, pour moi, c'est un combat quotidien. Lorsque je vais à un public, je ne vais pas à un public. C'est-à-dire, j'attends 6 mois et je dialogue. Et je demande à ce que ce soit un dialogue écrit, pour les raisons que j'ai données. Ensuite, quand j'ai identifié le public auquel je vais m'adresser, je vais choisir mon vocabulaire pour qu'il s'adresse à ces gens sans jamais m'abaisser et toujours en les respectant. Alors, par exemple, vous avez vu la scène en prison. Je me suis laissé pousser la barbe avant. Je me suis coupé les cheveux serrés. J'ai porté un costume noir, chemise noire, veston noir. Et le vocabulaire que j'ai utilisé, la posture que j'ai eue, la manière de porter ma voix, elle construisait une écoute, une attention et un respect réciproque. Quand je vais en prison en costume. Parce que c'est comme ça que les mecs, ils me respectent, parce que moi, je les respecte. Quand je vais chez les petites minettes qui ont 19 ans, qui sont en travail social, si je vais en costume, elles ne vont pas m'écouter. Donc, je vais débouler, je vais me raser la tête, je vais faire un peu redskin, je vais venir avec un Harrington, avec le revers en machin et tout. Et là, elles vont se dire, ouais, machin et tout, le mec, il écoute du ska punk, il est sympa, il doit boire de la bière brune. Voilà, donc on peut un peu l'écouter. Et ça veut dire alors que mon discours, il va être audible, le vocabulaire que je vais choisir, il va être audible, parce que, je le répète une fois encore, je ne suis pas un conférencier, mais je fais un travail qui est un gros travail, me semble-t-il, d'abnégation et de renoncement, c'est-à-dire j'essaie de comprendre les dispositifs intellectuels langagiers qui sont ceux des gens auxquels je vais m'adresser, et je vais répondre à leur attente en faisant un pas de côté en permanence. Et ça, pour moi, c'est fondamental.
par rapport à la philosophie comme étant un capital culturel et symbolique au sens de Bourdieu qui vise à maintenir la domination. En tout cas, c'est ma préoccupation. Moi, je renverse tout, ça veut dire qu'il ne faut pas que je mente et que je trahisse avec l'usage du langage. Et voilà, c'est fini. Merci à Anaïs Truand and the one and only Alain Guyard. Mixage et musique par Indy Grande. Pour en savoir plus sur le Sieur Guyard et par rebond sur le documentaire La Philo Vagabonde, rendez-vous sur laphilovagabonde.com. Pour réécouter cette émission ou découvrir les émissions précédentes, rendez-vous sur le mixcloud.com/surlaroute. Et pour découvrir l'actualité de l'association Résonance qui produit cette émission, rendez-vous sur le facebook.com/association Résonance. Résonance, REZONANCE. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.